Cette mobilisation était prévue contre le budget de François Bayrou. François Bayrou est tombé, le budget avec lui aussi. C'est une démonstration de force, évidemment, avant l'entrée en négociation pour les prochaines discussions budgétaires. C'est la première fois que l'intersyndicale se réunit depuis la réforme des retraites de 2023, Anne-Sophie Alsif. Donc l'idée, c'est quoi? C'est montrer les muscles? C'est montrer les muscles pour le futur budget. Donc, l'idée de dire, on a vu déjà les 2 jours fériés qui vont être supprimés. En effet, sûrement avoir une taxe sur les hauts revenus. Donc, essayer de peser pour faire qu'on ait un budget qui soit plus consensuel, comme on a une assemblée de toute façon qui est éclatée, et aussi essayer d'avoir un budget. Ça, peut-être, ce qui est assez intéressant, c'est vu que la crise que l'on vit, et avec la dégradation de la France et l'augmentation des taux d'intérêt que déjà on vit actuellement, il y a peut-être une prise de conscience qu'il va falloir trouver un budget. Il faut être très clair, les investisseurs et autres, qu'est-ce qu'il y a dans le budget? Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est un budget. Inquiets, voilà, mais ce qu'ils veulent, c'est surtout qu'on ait un budget. Maintenant, ce qu'il y a dedans, je pense que c'est tout à fait secondaire, mais juste que l'on ait un. Et donc là, on voit que la mobilisation, c'est essayer de peser. La question, c'est quand même qu'on voit qu'il y a des revendications qui sont très différentes, très hétérogènes, et qui partent entre moins de normes, moins d'État, et je veux plus de services publics, je vais être plus payé. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir un budget qui regroupe toutes ces revendications. La clé de ce budget, Jean-Hervé Lorenzi, c'est le Parti socialiste. Et donc, avec le Parti socialiste, c'est aussi la CFDT, qui a une influence absolument majeure sur le Parti socialiste. Vous nous disiez tout à l'heure que vous croyez qu'une voie était possible, qu'un accord était possible. Quelles pourraient être les voies et moyens de cet accord? Dans l'épisode Bayrou, qui n'était pas exceptionnel, on va dire ça gentiment, parce qu'on est gentil, il y avait au fond, son idée de conclave était... il fallait rouvrir le dossier des retraites? Oui, parce que c'est quand même très important. C'est très important. Et je rappelle juste que l'accord était fait. Tout le monde sait que c'est le MEDEF qui a cassé, non pas parce que le patron du MEDEF le souhaitait, parce que lui-même n'en voulait pas. Sur une histoire essentielle qui était par rapport à l'ensemble de ce qui était discuté de, on va dire, 1% du sujet. De quoi? La pénibilité? Parce que tout le monde ne le sait pas, non? Oui, c'était un des critères de pénibilité, etc. Oui. Donc, c'était vraiment, on reviendra un jour sur cet épisode, mais qui aurait vraisemblablement permis de bouger. La CFDT avait donné sous condition, avait accepté l'histoire des 64 ans, mais avec des règles très importantes sur les petites retraites, sur des sujets qui sont absolument majeurs. Donc, il n'y avait pas de... Et ça échoue. Donc, il me semble que si j'étais Monsieur Lecornu, j'essaierais de régler ces histoires de retraite en repartant de ce qui était l'accord et en secouant un peu nos amis du MEDEF en leur disant, bon, maintenant... Il a plutôt fermé la porte, pour l'instant, une réouverture du il va bien falloir un moment qu'il soit raisonnable. Deuxième sujet, évidemment qu'il y aura une taxe sur les gens plus riches. Est-ce que c'est celle-ci, celle-là? On est sur du ressenti tout à fait légitime. Du symbole politique aussi, beaucoup. Oui. Du symbole politique aussi, il faudra... politique, donc, à mon avis, évidemment, ça aura lieu. Je rappelle que c'était la règle Macron qui disait pas d'augmentation d'impôts. Tout ça est un peu, me semble-t-il, du passé. Après, il y a... Vous voulez dire que l'Élysée serait prête aujourd'hui à accepter une forme de hausse d'impôts? Je veux dire, sur la flat tax ou sur les successions? Bien sûr, bien sûr. Après, les autres sujets portent sur toute une série, comme tu l'as dit, toute une série de revendications sur lesquelles, à mon avis, c'est pas si compliqué que ça de modifier les choses. Donc, il y a les deux extrêmes qui disent nous vivons, on censure, quoi qu'il arrive. Je parle de la France insoumise. Et je trouve d'ailleurs que cette idée de ne pas aller discuter avec le gouvernement n'est pas très républicaine. Ça, c'est un raisonnement... Il a fallu ouvrir à tout le monde. Oui, enfin, je veux dire, c'est normal de discuter. On est dans un pays, il n'y a pas de dictature. Enfin, bon, c'est eux. Donc, bon, ça, c'est une remarque à côté. Et même chose pour le RN. Sur le reste, une censure ne passerait pas, et il me semble que je serais... Une censure ne passerait pas, ça veut dire quoi? Dans l'opinion publique? Il y a moyen de trouver un accord pour qu'il y ait un accord de non-censure, en tout cas pour le budget. Je me méfie toujours de ces règles de 86%, 85%, parce que quand on me le dit, je dis aussi, quand on demande aux Français sur l'immigration,
puisque la gauche, à juste titre, utilise beaucoup l'argument. Mais on parlait prend du sur sondage l'immigration, IFOP, paru dans le Parisien, sur 86% des Français favorables à une taxe aussi pour les modifications de l'immigration. Donc attention à ces sondages qui vont dans un sens, dans l'autre, et qui ne sont pas tous si exceptionnels que ça. Donc attention, je pense que si tout le monde met un peu de raison, Monsieur Cornu a l'air d'être un homme tout à fait habile. Le Parti socialiste est dans une posture... Je le connais bien, le Parti socialiste, donc il est dans une posture. La CFDT ne souhaite sûrement pas le désordre absolu. Oui. Et donc je suis confiant sur l'idée qu'on trouve un accord dans les 10 jours qui viennent. 96% des sympathisants socialistes, on voit le graphique à l'écran, sont favorables à cette taxe Zuckman. 92% des Renaissances et 89% des sympathisants LR. Donc c'est vrai qu'il y a une unanimité quand même assez incroyable. Mais est-ce que le budget je rappelle que sur cette taxe 80, je ne sais pas combien, sont pour modifier les règles d'immigration. Donc attention, ces sensibilités, elles sont variables. C'est vrai qu'on a une autre manière de poser la question. Ouais. Si on dit, est-ce que vous êtes pour que le rétablissement des finances publiques se fasse sur le dos des autres, des riches là-bas? Est-ce que vous êtes d'accord que on est presque sûr qu'il n'y ait que 86% des Français? Ça veut dire qu'on a beaucoup de multimillionnaires en France. Et je ne veux à personne. Si je puis me permettre. M. Coquerel aurait pu peut-être un peu travailler son sujet, mais que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que la taxe Zuckman, mais tout le monde a le sentiment qu'il faut faire un effort de justice sociale. C'est évident. Donc, c'est un sondage qui ne me bouleverse pas par sa nouveauté et son caractère révolutionnaire. Encore une fois, on peut citer les sondages. Est-ce que vous voulez avoir une souveraineté européenne par rapport à la Chine ou aux États-Unis? On a les mêmes chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour en effet supprimer l'IA en Europe? Je pense que les gens aussi ne seront pas d'accord. Donc là aussi, il faut faire attention à ce type de sondage, comme quand on parle comme tous les sondages de manière générale. Voilà, de ultra riches, on voit déjà qu'on est dans une certaine connotation. On pourrait parler d'une taxe, on a la taxe sur les transactions financières. Voilà, là, ce sont des termes qui sont contenus dans l'interrogation. Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est que derrière cette mobilisation, il y a quand même un sentiment vraiment d'exaspération fort. Et, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, et ce ras-le-bol aussi, je crois qu'il exprime une crise démocratique profonde. C'est-à-dire que la plupart des citoyens ont le sentiment de ne pas être entendus et de ne plus participer finalement au choix, aux décisions. Jean-Hervé disait il n'y a pas de dictature. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de dictature, mais on est quand même dans une démocratie qui fonctionne de moins en moins bien. On a une démocratie représentative, en tout cas pour le coup, une démocratie représentative qui est en crise. Et ça invite aussi à repenser nos façons de gouverner, nos façons de faire société, pour impliquer davantage les citoyens, la société civile. La démocratie participative, c'est plus facile à penser qu'à organiser, mais il y a des choses à penser de ce côté-là. Enfin, je pense que la mobilisation actuelle, c'est pas simplement une question pour ou contre la taxe Zuckman, pour ou contre le précédent budget, c'est beaucoup plus profond que ça, me semble-t-il. Et c'est peut-être pas pour rien que Sébastien Lecornu, parmi ces deux premiers grands chantiers, peut-être les seuls, parce que il ne reste plus que 18 mois avant la prochaine élection, mais c'est la décentralisation. C'est réforme de l'État, nettoyer le millefeuille administratif qui coûte 7 milliards d'euros. Là, il y a creusé d'économies. 7 milliards d'euros, c'était le chiffrage du dernier rapport Ravignon. Emmanuel Macron l'avait commandé juste après la réforme des retraites en 2023, et la dissolution a tout balayé sur son chemin. Il semble reprendre le fil de son quinquennat. Est-ce que la décentralisation, un nouveau mouvement de décentralisation peut être une réponse à cette colère, Isabelle? Je pense que c'est un bon chantier, c'est le minimum qu'il puisse faire, parce que on ne peut pas considérer, si vous voulez, qu'une telle nomination soit vraiment une réponse en fait à ce sentiment d'exaspération. On ne sait pas comment va être formé le nouveau gouvernement, mais on peut parier qu'il n'y aura pas grand changement. Voilà, il n'y aura pas grand changement. Oui. Donc les citoyens ne sont pas entendus. Je crois que c'est vraiment ça le problème, et c'est pour ça qu'ils crient, je pense, pour se faire davantage entendre.
Moi, c'est vrai que je suis un peu plus nuancée parce que les citoyens, on l'a vu lors des dernières élections, vous avez un pays qui est très fragmenté avec des votes qui fait qu'il n'y a pas de majorité. Donc, une fois que vous êtes dans ce constat-là, en effet, il faut essayer de faire des consensus pour trouver un budget. Mais c'est sûr que la conséquence, c'est que vous n'allez pas faire de grandes réformes et vous n'allez pas faire de grands plans sur 20 ans pour transformer le pays. Donc, à mon sens, c'est ça la difficulté. On l'a vu encore il y a 20-30 ans, il y a quelques années avec les Gilets jaunes, il y avait déjà une insatisfaction alors qu'on n'était pas dans une crise économique. Oui. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y avait de l'injustice fiscale, un sentiment d'injustice fiscale. Un sentiment, on le dit toujours très bien, un sentiment, comme les retraités ont eu le sentiment de perdre le plus pendant le Covid, alors qu'on voit que dans les filles, ce n'était pas forcément le cas. Donc certes, il y a énormément de sentiments, mais quand on creuse plus, souvent ce que l'on dit, c'est qu'on a l'impression de perdre, c'est-à-dire de sûrement moins bien vivre que ses parents et d'être dans un phénomène de paupérisation. Alors que crainte pour ses enfants. Et crainte pour ses enfants. Et donc ça, c'est un sentiment qui revient beaucoup. Alors là, on est d'accord ou pas, mais on le voit que ce sentiment, il a été très, très accentué depuis qu'on a commencé la désindustrialisation, parce que les personnes dont on parle, et en effet, quand les industries s'en vont, c'est l'ouvrier qui perd son emploi, mais c'est 3 emplois dans les services. Donc ce sont des territoires entiers qui n'ont plus d'emploi. Et dans l'industrie, c'est pas juste j'ai un emploi, etc. C'est que vous avez une certaine fierté à travailler dans une entreprise, dans une usine, vous appartenez à un certain corps social. Donc c'est tout ça en fait qui s'en va et vous avez vraiment un sentiment pas seulement financier, mais de quelle est ma place dans la société et quelle place je peux occuper. Et ça, vous l'avez vu dans les Gilets jaunes, quand vous regardiez les carrières de doléances, c'était quelque chose qui revenait énormément. Donc c'est pour ça que de ne pas vouloir avoir de politique industrielle à moyen long terme, eh bien c'est continuer à avoir ça. Et quand on voit que les Royaumes-Unis va refaire de la planification, que l'Allemagne maintenant va investir 800 milliards, donc là on n'est pas la Chine et les États-Unis qu'on peut dénoncer. Tout le monde est là-dedans, parce qu'on a bien compris que c'est ça. L'électorat de Donald Trump, c'est quoi? C'est l'employé qui était dans l'automobile de Détroit qui n'existe plus. Donc ça, c'est excessivement concret. Et vous parlez d'un sentiment de colère. À mon sens, ce sentiment, il est très lié. Mais il est très lié justement à l'industrie, au productif. Bien sûr. Et la désindustrialisation est allée de pair avec quoi? Avec la financiarisation et avec l'excès de financiarisation. Donc c'est de ça que l'on souffre. Et c'est ça aussi qui pèse sur le pouvoir d'achat d'ailleurs des Français. Parce qu'il y a un éléphant dans la pièce qu'on n'évoque pas quand on discute pouvoir d'achat, c'est le coût du logement. Le marché de l'immobilier, c'est devenu un véritable marché financier. Pendant 15 ans, on a eu des taux à 1% à 20 ans. On avait les taux les plus bas d'Europe, 1% à 20 ans. Oui, mais justement, ça a largement participé à la financiarisation. Ça a permis à la classe moyenne d'avoir accès à un logement et aujourd'hui, la majorité du patrimoine d'une partie de la classe moyenne. La part du logement a augmenté dans le revenu disponible des ménages. L'essor de la financière à la propriété, c'est sans contribuer du tout à la réindustrialisation. Le logement, je retombe sur mes pattes sur la décentralisation. Vous avez connu quelques actes de décentralisation, Lorenzi, je voudrais votre avis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a 7 niveaux de strates qui gèrent le logement en France. Ça fait peut-être partie aussi de la hausse globale du coût de traitement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avant la présidentielle? Spécialiste, je suis prudent. Explique à quel point le problème du logement est majeur en France. Beaucoup de gens mal logés et des jeunes qui ne peuvent pas se loger. Et ce qui joue sur la mobilité professionnelle. C'est un critère absolument sans appel. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas facile de convaincre un maire, quelle que soit sa qualité, de voir apparaître des gens qui... Maire bâtisseur, maire battu, a-t-on l'habitude de dire. Maire bâtisseur, maire battu, je veux dire des gens qui, notamment sur le logement social. Deuxième aspect, c'est toutes les règles qui ont été imposées et qui ont... Alors, il y en a qui sont justes, il y en a... Mais comme toujours en France, on est excessif, donc le coût de la construction a quand même beaucoup augmenté. Et puis, troisièmement, alors là, c'est un reproche que je fais au président. Macron, c'est depuis 8 ans, il considère que le sujet du logement, c'est un sujet de rentier. Bien sûr que non. C'est un sujet de la vie des gens. Et donc, on se retrouve avec un problème extrêmement compliqué qui nécessiterait une véritable stratégie complète pour relancer le logement. Ça suppose que tout le monde y mette du sien, que les écolos admettent qu'il va falloir un tout petit peu laisser du territoire pour le logement, permettre d'avoir des logements peut-être des tours. Enfin, il y a toute une série de mesures majeures à prendre.
et qui sont très significatives, parce que c'est quand même incroyable. Hein. Il y a beaucoup de discussions sur les chiffres. Moi, je prends les chiffres qu'en moyenne, il y a plusieurs millions de logements considérés comme absolument inacceptables, donc dans lesquels les gens ne peuvent pas vivre normalement, mais on est 8 millions, 9 millions, c'est incroyable. Un argent considérable pour la rénovation thermique des bâtiments. Enfin, on est quand même dans ces systèmes. Des grands besoins à venir. Et un président qui a mis une succession de... Si je vous demande à vous qui savez tout, question piège. Une question piège. Les ministres du logement, depuis 8 ans, personne ne sait de qui il s'agit. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui... Valérie Létard est une ministre du logement appréciée de toutes et tous, beaucoup d'acteurs. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, absolument. Mais je suis d'accord. Donc, tout ça pour dire, je reviens un instant sur ce que mes deux camarades ont dit. Oui, on et on est va dans parler une de la crise très, très profonde de la société française. J'y rajoute un élément majeur. Les emplois qu'on crée sont quand même largement des emplois non qualifiés. C'est vrai que pendant Macron 1, il y a eu beaucoup d'emplois créés. On peut pas, 2 millions d'emplois créés. On ne peut pas toujours expliquer que on est rentré en enfer. C'est totalement... Ça, c'est un discours politique. Mais évidemment, massivement des emplois non qualifiés. La caractéristique du marché du travail de notre pays, c'est que, la rémunération pour ces emplois non qualifiés sont très faibles. Petit 2, aucune considération, sauf ce que nous avons fait pendant le Covid. On est allé sur nos terrasses applaudir les éboueurs et les trucs. Bon, enfin, après ça, le lendemain de la fin du Covid, ça avait complètement disparu. Mais surtout, par rapport à ma génération, le système français est un système qui était un système dans lequel tout le monde avait l'espoir de progresser. Ascenseur social. Non qualifié, tout ça est fini. Je veux dire, vous êtes au SMIC, quand je dis en termes non qualifiés, vous restez non qualifié toute votre vie. Donc c'est toute une mécanique très profonde qui dysfonctionne et que on parle beaucoup de colère, mais c'est un sentiment très profond d'un pays qui quelque part immobile, marche plus très bien.